Cette découverte a été un tel bouleversement que j'ai presque du mal à trouver les mots justes. Un père et son fils font une des plus grandes découvertes de tous les temps. Juste après la conférence de presse, j'ai fait, pas vraiment un cauchemar, mais un rêve assez effrayant. J'étais aveuglée par les flashs. Il y avait des lumières partout. C'est la découverte du siècle. Vraiment, c'est énorme. Un groupe de préhumains, dont un jeune garçon, enseveli depuis 2 millions d'années. Nous pensons tous à notre propre mortalité. Et quand on voit quelque chose qui, il y a 2 millions d'années, était peut-être un de nos ancêtres, ça fait réfléchir. Une incroyable nouvelle espèce remet en cause la théorie actuelle sur nos propres origines. C'est difficile à décrire. Vous êtes soudain face à quelque chose de tellement plus grand que vous. C'est l'espoir de trouver des fossiles humains archaïques qui m'a conduit en Afrique. Pour trouver ce genre de choses sur le terrain, il faut être ici. C'est une chasse au trésor. Je suis né au Kansas. Mon grand-père était chercheur de pétrole et mon père était géologue. Explorer, découvrir, je crois que j'ai ça dans le sang. Le 15 août 2008, le paléoanthropologue Lee Burger se rend dans une réserve naturelle à 40 km de Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est avec son collègue Job Kibi, son fils de 9 ans, Matthew, et leur chien, Tao. C'est une journée comme les autres dans leur quête de fossiles d'hominidés anciens, c'est-à-dire préhumains. Tous les paléoanthropologues rêvent de découvrir un jour des restes d'hominidés susceptibles d'enrichir l'histoire de l'évolution humaine. On n'est pas censé en trouver. Ce sont des objets rarissimes. On faisait des kilomètres pour trouver des grottes. Et une fois qu'on en avait trouvé une, on cherchait des fossiles. Je trouve ça super. Pour la plupart des scientifiques, les principaux sites fossiles avaient déjà été mis au jour. J'avais passé 17 ans de ma vie dans cet endroit. Je le connaissais mieux que n'importe qui d'autre. Et tout ce que j'avais trouvé, c'était 2 petites dents. Mais j'étais convaincu que nous n'avions pas encore tout vu. Et ça m'incitait à continuer. Et j'ai fini par tomber sur cette grotte. On y est. J'avais un pressentiment. Quand on est arrivé sur le site, j'ai été plutôt déçu, parce qu'il m'avait parlé d'une grotte. Et ce que j'avais sous les yeux, ce n'était qu'un petit trou. Une fois à l'entrée de cette cavité, je leur ai dit « Ok les gars, allez chercher des fossiles, et si vous en trouvez, appelez-moi pour que je les identifie. Voyons ce que le site a à offrir. » Là-dessus, Matthew et Tao sont partis plus loin. Lui, il a 9 ans, et le chien a besoin de se dépenser. Ils étaient sûrement partis chasser la girafe. Aujourd'hui, ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité est en grande partie protégé. Mais il y a plus d'un siècle, des centaines de milliers d'hommes se sont précipités ici au cours d'une des plus grandes ruées vers l'or que le monde ait connue. Ils venaient extraire la pierre à chaud, nécessaire au traitement de l'or, à grand renfort d'explosifs. En gros, toutes les grottes que nous avions trouvées avaient déjà été détruites par les prospecteurs. Ils les avaient dynamitées. Et donc j'étais avec Joe et je voyais des pierres qui avaient été balancées là par les mineurs. Je m'attendais à trouver un site détruit. Mais ils ont fait un trou en plein milieu et ils sont partis. Je courais après mon chien, Tao. C'est un Rhodesian Ridgeback. Il adore se promener et jouer dehors.
Il adore ça. J'ai trébuché. Et là, j'ai repéré un fossile. Matthew a dit « Papa, j'ai trouvé un fossile ». J'ai juste vu un fossile, c'est tout. Je savais que c'était un fossile, mais je ne savais pas de quoi. Je savais ce qu'il avait trouvé. À tous les coups, c'était un fossile d'antilope. Parce que de toute façon, on ne trouve jamais rien d'autre. Mais il a 9 ans. Et à 5 mètres de Matthew, saillant hors de la roche, j'ai vu une clavicule d'hominidé. On n'avait encore jamais trouvé une clavicule complète. Et j'en avais une sous les yeux. Tu vois ça? Je me souviens lui avoir pris la pierre. C'est bizarre, j'ai l'impression de regarder un film muet. Je ne comprenais pas. Je tenais juste un fossile et il s'est mis à jurer. Je comprenais plus rien. Matthew dit que j'ai juré. Je n'en ai aucun souvenir. Il a dit nom d'une pipe. Il a fait nom d'une pipe. Et je me suis dit, ok, il doit y avoir quelque chose de très intéressant. J'ai retourné la pierre et sur l'autre face, j'ai vu une mâchoire inférieure et une canine qui surgissaient littéralement hors de la roche. J'étais en train de chercher ce qu'il y a de plus rare sur la planète Terre et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais peut-être devant un squelette partiel. J'ai pris Matthew en photo parce que je savais déjà que c'était un moment extraordinaire. Les analyses révèlent que les os appartiennent à un jeune garçon de 12 ou 13 ans, mort il y a 2 millions d'années. On le surnomme Carabo, ce qui signifie réponse dans un dialecte local. Reste à savoir qui est cette créature et si elle a un lien de parenté avec nous. Il avait dans les 13 ans, à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Et comme c'est moi qui l'ai trouvé, je me sens très proche de lui. On savait que c'était incroyable, mais on ignorait encore à quel point. Il y a environ 6 millions d'années, l'homme et le chimpanzé partageaient un ancêtre commun. Au cours des millions d'années qui ont suivi, diverses créatures se sont redressées sur 2 membres, dont les australopithèques. Mais sur cet arbre généalogique compliqué, lequel de tous ces bipèdes mène jusqu'à nous? Cela reste un des plus grands mystères de la science. La frontière qui marque le moment exact où nous sommes devenus humains, entre Australopithecus et Homo, l'homme moderne, tout ça est très flou. L'arbre généalogique humain est très touffu. Il y a beaucoup d'impasses, beaucoup de branches secondaires. Il est très difficile de tracer une ligne droite entre nos ancêtres et nous. Bon, il nous reste 2 morceaux à taquiner. Il n'existe pas un seul chaînon manquant. Ça ne s'arrange pas avec le temps. On a une évolution continue dans le temps et on s'efforce de la comprendre. Cette pièce-là est très intrigante. Avant la découverte de ces fossiles vieux de 2 millions d'années, les scientifiques avaient peu d'éléments datés de la période à laquelle ils situent l'apparition de notre propre genre, Homo. On a un trou dans le matériel fossile. La transition du genre Australopithecus à Homo, notre propre genre, est mal comprise. C'est terrible. La collection tout entière des ancêtres fossiles possibles du genre Homo entre 2 500 000 et 1 800 000 années pourrait littéralement tenir dans une boîte à chaussures. Remets-moi ça dans le tiroir qu'on ne le voit plus. Et celui-là aussi. Alors, d'où vient notre lignée, le genre Homo? C'est vraiment ce point-là qui m'intéresse. C'est exactement comme si vous cherchiez à savoir qui étaient vos parents, ainsi que leurs propres parents, et les parents de leurs parents. Il y a quelque chose chez eux qui fait de vous la personne que vous êtes. Et vous voulez savoir quoi? Nous, on remonte sur des millions d'années. Il y a seulement environ 3000 fossiles préhumains répertoriés à travers le monde. Nombre d'entre eux sont conservés ici, à Johannesburg.
C'est ce qui a attiré Lieberger en Afrique du Sud. C'est sans doute la plus grande collection de fossiles d'hominidés anciens au monde. Il y a approximativement 800 fossiles fragmentaires et très peu sont en connexion. C'est vraiment une science des fragments. Et vous pouvez parfaitement aller jusqu'au bout de votre carrière sans jamais trouver le moindre morceau de fossile. Ce sont des os de pied, incomplets pour la plupart. La grande majorité des fossiles humains sont des os isolés. On trouve ces trucs-là depuis moins d'1 siècle. C'est une science relativement jeune. 90% des 3000 pièces répertoriées sont des dents isolées. On en a énormément, mais la plupart sont des fragments et proviennent d'individus différents. C'est sur cette petite collection que se basent les paléoanthropologues pour tenter de reconstituer l'évolution humaine. C'est parce que nous sommes humains que nous avons une telle fascination pour nos origines. Il est donc important de déterminer quelles créatures font directement partie de notre lignée. Et bien sûr, avec un matériel fossile aussi fragmentaire, on ne peut être sûr de rien. Dans une certaine mesure, il s'agit de raconter une histoire. On reconstitue, on interprète, et à partir de là, on crée un scénario. Avec l'équivalent d'une boîte à chaussures de fossiles datés de 2 millions d'années, il est presque impossible de retracer l'apparition du genre Homo. Déterminé à trouver plus d'éléments, Lieberger adopte une approche inhabituelle. Lee est un libre penseur. La plupart des paléoanthropologues qui travaillaient dans le berceau de l'humanité traitaient la géologie comme une matière secondaire. Lee a sans doute été l'un des premiers à mesurer à quel point il était important de réunir la géologie et la paléoanthropologie dès le départ. Dans ma branche, les grottes sont une ressource. C'est là qu'on trouve les fossiles. Le site du berceau de l'humanité près de Johannesburg abrite un vaste réseau de grottes calcaires. Aujourd'hui, on enterre les gens au cimetière et 6 mois plus tard, il n'y a plus rien. Parce que le sol est naturellement acide. Mais dans une grotte, il y a beaucoup de calcaire, du carbonate de calcium et ça nous facilite énormément la tâche. Si le garçon avait été un peu sur le côté ou juste en bas de la paroi, il n'aurait jamais été préservé. Au milieu des années 90, Lieberger est le premier à répertorier systématiquement les grottes de la région pour y chercher des fossiles d'hominidés. Plus de 10 ans plus tard, il fait une avancée majeure. En décembre 2007, je suis devenu le dernier sur Terre à découvrir Google Earth. Ça m'a permis de repérer les zones perturbées où poussent les arbres et qui sont en fait les entrées de ces grottes. Il lui suffit de quelques mois pour localiser 600 nouvelles grottes. Elles contiennent de nombreux fossiles, mais pas d'hominidés. Je me suis installé à environ 1,5 colline de la zone où j'avais passé les 17 dernières années. Il y avait un endroit avec un gros bosquet d'arbres. Ça m'avait tout l'air d'être un site important. Et ça l'était. J'en ai entendu parler quelques jours après que Matthew a découvert la clavicule. Lee a réuni une équipe de 8 à 10 personnes et on s'est tous mis à retourner des cailloux pour les regarder. L'excitation était palpable. On s'attendait à trouver quelque chose. Tout le monde se disait, si un enfant de 9 ans trouve un truc comme ça au bout de quelques minutes, ça pourrait bien être notre heure de gloire. C'était tellement démoralisant. Au bout de 3 ou 4 heures, personne n'avait trouvé le moindre reste d'hominidés. On a commencé à avoir des doutes affreux. Et si cette pierre ne venait pas d'ici? Elle était dans un endroit bizarre. Et au moment où je me suis dit ça, le soleil a éclairé l'arrière du puits et j'ai vu qu'il dépassait de la roche un bout d'humérus. Cet os du bras. Je n'ai rien dit à personne. Juste à côté de cet humérus, il y avait une omoplate. Je n'ai toujours pas moufté. J'ai posé la main juste au-dessus de l'humérus et là, 2 dents d'hominidés me sont tombées dans la paume. Là, j'ai appelé les autres.
On les voyait dépasser de la pierre. Je me suis dit que c'était l'enfant en place, à l'endroit où il était mort. Je n'ai pas imaginé un seul instant que ça pouvait ne pas être l'enfant. Dans l'histoire de notre discipline, personne n'avait jamais trouvé 2 squelettes. Les fragments trouvés par le chercheur proviennent en fait d'un 2e squelette. Dans les mois qui suivent, ses collaborateurs examinent des centaines de blocs détachés par les mineurs un siècle plus tôt. Ils les ont tous prélevés à la surface du site, désormais connu sous le nom de Malapa, presque sans fouiller. Les préparateurs extraient ensuite les fossiles de leur gangue de pierre. Ils exposent peu à peu les restes de 13 animaux et une centaine d'ossements provenant des 2 hominidés. Tous étaient restés entassés les uns sur les autres pendant 2 millions d'années. Il y avait des hominidés, mais aussi des tigres à dents de sabre et des hyènes, des antilopes et des zèbres, des souris et des lapins. On les a tous trouvés au même endroit. Le puzzle s'enrichit lorsque le 2e squelette est identifié comme celui d'une femme d'une trentaine d'années. Elle était enterrée à 15 cm du jeune garçon. Pour l'équipe, il pourrait s'agir d'une mère et de son enfant. Le fait est qu'ils vivaient dans le même environnement et à la même époque. Ils faisaient presque certainement partie du même groupe. C'est une situation qui ne s'est encore jamais présentée dans les fossiles d'hominidés anciens. Avant cette découverte, on avait retrouvé moins de 10 squelettes d'hominidés, dont la célèbre Lucie, avec un morceau du crâne associé à un morceau du corps. Il n'y avait que ça comme squelette fossile relativement complet. Or, on en a déjà trouvé 2 à Malapa. C'est très très rare. Nous avons réalisé que ces 2 squelettes étaient sans doute aussi complets, sinon plus, que celui de Lucie. Il est très vite devenu évident que ces créatures étaient totalement différentes. Lieberger apporte un bloc particulièrement prometteur à sa femme qui est radiologue. J'ai appelé Jackie à l'hôpital et je lui ai dit « Je peux te demander un service, tôt dans la matinée ?» On s'est glissé là-bas avant l'ouverture du scanner. Plus haut, ça y est, c'est bon. On avait les yeux fixés sur l'écran et on a vu apparaître des tranches. Et tout à coup, sur une de ces tranches, il y avait un crâne entier. Quand l'opérateur du scanner a changé la texture et la lumière, on a vu ce crâne qui semblait surgir de l'écran. Ça m'a donné la chair de poule. C'était phénoménal. On savait que c'était énorme. J'étais sidéré. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir un crâne entier dans cette petite pierre. Et j'ai réalisé qu'on avait un visage. Je suis arrivé un matin et j'ai trouvé Lieberger devant la porte de mon labo, avec une mallette anti-choc. Il m'a dit « J'ai quelque chose pour toi ». J'ai répondu « Vas-y, montre-moi ». Il a ouvert la mallette et j'ai vu le crâne à l'intérieur. J'ai dit « C'est pas possible ». « Si ». « Non ». Et je suis restée à trembler comme une feuille pendant 20 minutes. L'os peut parfois se briser à la moindre vibration. Si on le touche ou qu'on le heurte, ça fait un trou. Et il n'y a plus rien à faire. Alors on écoute de la musique. Si on se déconcentre, qu'on glisse et qu'on commet une erreur, on est dans la panade. J'ai mis 3 mois à le sortir. J'ai été la première à voir ça. C'est quelque chose d'indescriptible. C'est sublime. C'était sous terre depuis 1 900 000 ans et vous êtes la première personne à voir ça.
Je me suis dit que tu es beau. J'ai ramené ce garçon à la vie. Jamais encore on avait exhumé un crâne fossile d'hominidé dans cet état. Ça a tout changé. Et maintenant, on a quelque chose d'encore plus fascinant que ce qu'on croyait. En tant que primates et en tant qu'humains, nous sommes des animaux très visuels. Nous avons besoin d'un visage. Et là, on en avait un. On regarde un visage qui a 2 millions d'années. C'est une leçon d'humilité. Un sentiment à la fois extraordinaire, bouleversant et extrêmement excitant. C'est une science qui repose sur l'étude comparative. On compare nos fossiles avec des échantillons d'humains, des échantillons de singes et d'autres spécimens fossiles. On voit que l'arcade sourcilière est similaire à celle d'Homo erectus, c'est donc la même famille. Ou bien on retrouve la mâchoire proéminente d'Australopithecus, et c'est donc un australopithèque. Les chercheurs utilisent l'analyse comparée pour tenter de répondre à la grande question. Quelle est la place du nouveau venu dans l'arbre généalogique? La zone nasale a été la première à émerger, avec un début de nez. Ensuite, les dents sont apparues, et elles étaient toutes petites. Puis on a vu le front, avec un bourrelet prononcé barrant le haut du visage qui détonnait fortement avec tout ce qu'on avait déjà eu sous les yeux. On n'a pas tardé à réaliser que c'était quelque chose de différent. Quelque chose qui ne correspondait à rien d'autre. Nous écouterons la conférence de presse en direct d'ici quelques instants. Un chercheur m'a décrit ça comme un événement encore plus important que les premiers pas sur la Lune. Un trésor inestimable pour l'humanité. Écoutons cette incroyable nouvelle en direct. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, monsieur le vice-président, messieurs les ministres, chers invités, et vous tous qui nous regardez en Afrique du Sud et dans le monde, mesdames et messieurs, ce que nous avons découvert, ce sont sans doute les squelettes d'hominidés anciens les plus complets jamais mis au jour. Ils représentent un ancêtre de l'homme d'une espèce nouvelle et totalement inconnue de la science. Quelque chose dont on ignorait l'existence. Mesdames et messieurs, cette nouvelle espèce s'appelle Australopithecus sediba. C'était très excitant, mais aussi assez éprouvant, parce qu'il y a toutes ces caméras braquées sur vous, et que si vous faites la moindre erreur, elle est filmée. Mais c'était excitant, parce qu'en gros, on a trouvé nos ancêtres, et on va pouvoir savoir d'où nous venons et comment nous avons évolué. Avez-vous trouvé le chaînon manquant? On évite d'utiliser le terme chaînon manquant, même si je sais que vous cherchez un titre accrocheur. Mais c'est une forme transitionnelle remarquable. J'ai une question pour Matthew. Est-ce que tes parents ont augmenté ton argent de poche après cette découverte? Non, ils m'ont rien donné. Peu de temps après la présentation officielle de la nouvelle espèce, Lieberger met les fossiles de ce qui pourrait être une mère et son fils à la disposition des scientifiques du monde entier. Nous avons maintenant 74 chercheurs de plus qui travaillent sur ce projet. Lee a tout de suite dit que la porte était ouverte à tout le monde. Les fossiles sont si précieux qu'on a mis en place un programme de moulage. Ils font des copies qui sont parfaitement identiques aux fossiles originaux. C'est la première fois qu'un paléoanthropologue décide de donner le libre accès d'une découverte aussi importante à tous ses collègues.
Approchez-vous, s'il vous plaît. Ce que vous voyez là, ce sont les moulages. J'aimerais vous les présenter au nom de l'université du Witwatersrand, l'Institut de l'évolution humaine, centre de la paléoanthropologie en Afrique du Sud. Je vois les paléoanthropologues comme des gamins dans une cour de récré. Il n'y a qu'un tricycle et ils se battent tous pour l'avoir. Et quand un petit apporte un nouveau tricycle, le propriétaire de l'ancien dit « le mien est mieux parce qu'il est à moi ». Et l'autre répond « le mien est mieux parce qu'il est neuf ». Nous avons d'abord le spécimen type d'Australopithecus sediba ainsi que la femelle hominidée numéro 2 de Malapa, avec une main complète et les os longs. Ils sont tout à vous. La concurrence qui règne dans ce milieu est insupportable. Chacun saisit la moindre opportunité d'enfoncer ses collègues. Il est donc particulièrement avantageux d'avoir accès à de bons fossiles. Les gens te disent « Hé, j'ai un nouveau jouet, mais il est au coffre et tu n'as pas le droit de le voir. C'est mon jouet, il est super cool, tu peux me croire, mais je ne veux pas que tu le vois. » Lee a dit « Voilà ce que j'ai. C'est nouveau, c'est bizarre, c'est extraordinaire. Venez tous voir. » Trouver une collection complète de fossiles comme celle qu'on a aujourd'hui avec Sediba, c'est incroyablement intéressant. En partie parce que beaucoup de gens se sentent menacés. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont fondé de grandes théories sur beaucoup moins de matériel. Ça va susciter énormément de jalousie. Ça va susciter du désordre. C'est merveilleux. Le désordre est toujours une bonne chose pour la science. Il y a des gens dont je sais qu'ils le détestent, qui sont venus voir les fossiles. Mais ça ne le dérange pas. Il leur dit « Allez-y, regardez. C'est stupéfiant, venez me donner votre avis. » C'est une vraie révolution dans ce milieu. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Sediba présente un étrange mélange de caractères archaïques et modernes qui interpelle les chercheurs du monde entier. Le moulage est arrivé par le courrier. Je l'ai sorti de sa boîte et j'ai retourné le calcanéum, l'os du talon. Quelque chose clochait. Ça ne collait pas. Ça ne pouvait pas ressembler à ça. Je l'ai tourné dans tous les sens en me disant qu'il avait dû être abîmé et érodé, mais pas du tout. C'était clairement quelque chose de différent. Quelque chose que je n'avais encore jamais vu dans le matériel fossile. Si on avait trouvé l'os du talon, le calcanéum, quelque part dans le dépôt, et le tibia à un autre endroit, j'aurais pensé qu'il s'agissait là de deux créatures totalement distinctes. Autrefois, on était obligé d'utiliser des fragments parce qu'on ne trouvait rien d'autre. Mais Sediba nous enseigne une leçon difficile. Je crois qu'on ne peut plus continuer à interpréter l'ensemble de l'anatomie d'un animal à partir d'un seul aspect de cette anatomie. La main du squelette féminin est une des choses les plus surprenantes qu'on ait jamais vues. Les hominidés qui viennent avant dans notre arbre généalogique et ceux qui viennent juste après ont une main primitive par rapport à Sediba. Je crois qu'en observant cette main et en voyant ce long pouce et ces doigts qui raccourcissent, on ne peut que s'étonner et constater à quel point elle ressemble à la nôtre. Mais ces mains modernes sont attachées à des bras simiesques. Sediba était encore très dépendant des arbres. Ses bras longs sont un peu comme un parachute de secours. Ils disent, si cette histoire de marche sur deux membres ne fonctionne pas, je pourrais toujours remonter là-haut pour être hors de danger. Mais au final, sait-on vraiment comment cette créature est allée du point A au point B, à part le fait qu'elle marchait sur ses deux membres et savait grimper? Non, on l'ignore encore. D'accord. La voilà. Sediba présente certaines similitudes avec les australopithèques. Mais il a aussi des caractéristiques qui le rapprochent des Homo anciens. Il a un tout petit cerveau, à peu près équivalent à celui d'Australopithecus. Mais ce cerveau a été réorganisé. Il a changé de forme et son apparence est plus humaine que simiesque. On a donc une forme clairement transitionnelle. Tout le monde s'accorde à considérer Sediba comme une nouvelle espèce.
Reste à savoir s'il s'agit ou non de notre ancêtre direct. Sediba est peut-être l'ancêtre d'Homo habilis ou rudolfensis, mais on préfère souvent l'hypothèse selon laquelle il pourrait être l'ancêtre direct d'Homo erectus, qui serait à son tour l'ancêtre d'Homo sapiens. C'est le problème quand on veut classer des formes plus ou moins intermédiaires. Aucune classification ne fonctionne. Beaucoup de scientifiques vont passer des décennies à chercher la place exacte de cet ensemble de fossiles dans l'arbre généalogique élargi. Sont-ils nos ancêtres directs? Des cousins éteints? Nous en savons si peu sur eux. Et si nous en savons si peu, c'est parce qu'ils sont très différents de ce que nous avons trouvé auparavant. Mais c'est très excitant. C'est justement dans cette ignorance que se trouve l'aventure. C'est précisément la raison pour laquelle nous recherchons la connaissance. Pourquoi faudrait-il avoir peur de ne pas savoir? Si Sediba reste entouré d'un halo de mystère, la remarquable conservation des ossements nous aide à en apprendre plus sur la mort de leurs propriétaires. J'étudie les modifications osseuses. C'est un travail d'investigation. Et ce qui m'a frappé, avec le matériel du site de Malapa, quand on me l'a montré pour la première fois, c'est qu'il n'y avait rien. Aucune modification de surface, à peine quelques fractures. C'est totalement incroyable pour des objets qui ont 2 millions d'années. Il y a toujours des traces de morsures ou d'impact dans les grottes d'Afrique du Sud. Mais avec Sediba, les os sont encore en position anatomique. Au lieu d'avoir des doigts en partie dispersés ou manquants, ou le bras là et le membre inférieur ailleurs, tout est en connexion. Retrouver tous ces os ensemble pour une période aussi ancienne, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. La difficulté consiste à déterminer comment ils sont arrivés là et comment ils sont morts. Les fossiles nous ont révélé que beaucoup d'hominidés connaissaient une mort violente. C'est le cas de cet enfant australopithèque découvert il y a 50 ans. Sur le crâne de ce petit enfant, on a 2 trous. Et les canines de ce léopard s'emboîtent parfaitement dans ces 2 trous. On voit qu'elles ont dû traverser l'os jusqu'au cerveau. Les hominidés étaient attaqués de toutes parts. Mais pour Sediba, le coupable ne semble pas être un carnivore. Mais alors, qu'est-ce qui a pu se produire? Il n'y a aucune trace de modification. Pas de morsure, pas de coupure, rien du tout. Il faut observer les caractéristiques des fractures. L'enfant a les 2 bras cassés. On a des fractures bilatérales sur le garçon au niveau de l'humérus, la partie supérieure du bras. L'os est comme ça, et la fracture est très haut, vers la tête de l'humérus. Et c'est cassé des 2 côtés. On peut avoir un bras cassé, mais les 2, c'est très inhabituel. Ces os ont été cassés alors qu'il était en vie ou encore frais. Ça s'emboîte bien avec ça. On voit les bords de fracture en biseau irrégulier, signe d'une fracture fraîche. Et comme il s'agit de ses membres supérieurs, on peut en déduire qu'il avait mis les bras en avant pour amortir la chute. C'est révélateur d'une chute particulièrement importante. Plusieurs dizaines de mètres. Bienvenue à Malapa. Dans ce milieu, on vous raconte parfois des histoires extravagantes. Ça s'est passé comme ça, et vous vous dites, c'est bien beau, mais où sont les preuves? Sauf que là, je crois qu'on peut prouver qu'ils sont tombés dans le trou. Aujourd'hui, la grotte dans laquelle Sediba a été trouvé n'est pas une grotte. Ce n'en est plus une. C'est juste un trou dans le sol. Mais il y a encore quelques millions d'années, quand Sediba occupait encore le site, ce devait être une grotte assez profonde. C'est un élément essentiel pour comprendre le déroulement des événements.
C'est lisse, hein? C'est intéressant. Tu trouves pas ça étrange? Il y a forcément un appât. Il y a forcément quelque chose qui les a attirés dans ce piège mortel. On peut avoir un pinceau? Pour moi, la seule chose qui peut inciter tous ces animaux à risquer leur vie, c'est l'eau. En tant qu'être humain moderne, nous avons totalement oublié ce que ça signifie de ne pas boire. Si j'installe quelqu'un sur un mât de 30 mètres de haut, avec toute la nourriture qu'il lui faut, et que je pose un verre d'eau au sol, je peux être sûr qu'au bout de 48 heures, ou peut-être 72, je le retrouverai au sol, mort sans doute, parce qu'il descendra chercher l'eau. C'était sans doute une période de sécheresse avec de l'eau sous terre. Ils ont voulu descendre et ils sont tombés dans le trou. Il y a toutes sortes d'animaux dans cette grotte. 2 espèces de tigres à dents de sabre, des mangoustes, des hyènes, de grandes antilopes comme on n'en avait pas encore vu. Comment se sont-ils retrouvés là-dedans? D'habitude, les hominidés ne vont pas dans une grotte où il y a des tigres à dents de sabre. C'est peut-être un puits, tu vois. On voit des individus sortir d'une zone qui ne fait sans doute pas plus de 2 mètres de haut sur 2,5 mètres de long. Là, on dirait vraiment de l'os. On ignore encore comment ils se sont tous retrouvés les uns sur les autres. L'équipe de Lee Burger suppute qu'après avoir été attirés dans la grotte, ces créatures ont été emportées par une crue éclair. Elles sont rapidement enfouies et la terre ne tarde pas à se solidifier. C'est un mélange de chaud, de sable et d'eau. Et ça crée un moment parfait. C'est comme si on balançait Jimmy Hoffa dans du ciment. Le béton a une sacrée durée de vie, 2 millions d'années en l'occurrence. Il y a de grandes chances qu'on découvre son crâne à elle juste là. Si ça se trouve, il est juste à côté de mes doigts. Tous ces squelettes seraient encore dans leur tombeau de pierre sans les mineurs venus extraire la pierre à chaud il y a un siècle. Il est clair que les mineurs sont venus et qu'ils ont creusé un trou dans lequel ils ont glissé de la dynamite. On voit très bien l'endroit où la charge a explosé. Bang! La roche a volé en éclats. La position de la charge était absolument parfaite pour nous. Trouve-nous un tibia. Déjà un enfant et une femelle adulte, et ce n'est que le début. C'est vraiment injuste pour tous les autres paléoanthropologues du monde, parce qu'ils n'ont même pas commencé. Ce qui sort en ce moment, ce sont les vestiges de surface. C'est de la reconnaissance. Tu triches? Qu'est-ce que tu as, Francine? Une dent? Pour l'instant, on n'a pas encore commencé les fouilles à proprement parler. On nettoie la zone et on évalue la taille du site. Fantastique. C'est incroyable. À chaque fois qu'ils y vont, ils rapportent quelque chose. J'ai d'autres empreintes mystérieuses. Joli. Pendant la préparation du site, Lee Burger fait une autre découverte importante. Quelque part, à proximité, il y a un 3e individu. Nous avons un tibia qui ne provient ni de la femme ni de l'enfant. On n'a pas encore trouvé le corps, mais ça va venir. Le tibia était là. Ce tibia isolé appartient à un 2e adulte. Et il fait partie d'une série de découvertes qui rend le site encore plus remarquable. On trouve tous les jours quelque chose de nouveau. Quelque chose de bizarre et de différent. Ça pourrait être de l'os. Alors qu'il cherchait un tigre à dents de sabre, Brian Kuhn est à son tour tombé sur de nouveaux vestiges d'hominidés à Malapa. Je dégageais lentement les pierres pour essayer de trouver un croc, des griffes ou n'importe quoi d'autre.
quand j'ai vu des ossements apparaître. J'ai continué à les dégager, et une fois qu'ils ont été plus exposés, j'ai compris qu'il ne s'agissait sûrement pas d'un tigre à dents de sabre. C'était un os de cette taille, minuscule. Chez l'adulte, les articulations sont soudées à l'os. Là, ce n'était pas le cas. Ça ne s'était pas encore soudé. On s'est tous dit, c'est vraiment très petit. On a la partie inférieure du bras et la partie supérieure de l'avant-bras. Ça devait être positionné comme ça, pour former le coude. Nom d'un chien. Mais c'est un enfant. Les extrémités ne sont pas soudées du tout, ce qui implique qu'il s'agissait d'un enfant d'environ 18 mois en termes humains. Un enfant de 18 mois ne se balade pas tout seul. Il y avait forcément quelqu'un avec lui. Il y avait forcément un groupe, ou au moins une mère. On a maintenant 2 adultes, un enfant de 3 ans, un bébé, et le jeune garçon qui a 12 ou 13 ans. Apparemment, c'est un groupe, et ils sont tous tombés dans le trou plus ou moins en même temps. Est-ce que c'est une famille? Si on demandait ça à quelqu'un comme moi, on n'obtiendrait généralement qu'un grand rire. Parce que ce genre de choses n'existe pas dans les fossiles. Mais à Malapa, c'est différent. Si Australopithecus sediba était organisé comme à peu près tous les autres primates de cette planète, alors ils sont certainement de la même famille. Cet ensemble nous indique que c'était sans doute un groupe familial. Mais pourquoi sont-ils tous tombés dans le trou? Pour ça, on peut extrapoler. L'observation des grands singes aujourd'hui montre que quand il y en a un qui est blessé, les autres viennent l'aider. On aimerait dire que l'un d'entre eux est tombé et que les autres ont suivi dans une sorte de grande opération de secours. Mais c'est impossible à prouver. Si ça se trouve, c'est tout un groupe de 20 ou même 30 individus qui attendent d'être exhumés. Et si c'était un bout du crâne? Ok, on le garde. En pleine préparation pour les fouilles à venir, le site de Malapa va bientôt se transformer en laboratoire. L'idée, c'est de créer un laboratoire qui flotte littéralement au-dessus du site. On va en trouver plus. C'est le meilleur terme pour décrire ce qu'on va trouver. Plus. J'aimerais que ça aille dans la direction où je marche. Des décennies, sinon des siècles de travail nous attendent ici. Et ensuite, il faudrait un espace pour faire demi-tour. Cette créature remarquable, qui pourrait contribuer à jeter un pont entre l'homme et l'animal, soulève déjà des questions fondamentales sur nos origines. Et dans les années à venir, l'équipe de Lee Burger s'efforcera de déterminer si nous sommes tous en partie Sediba. Je crois que ce sont nos ancêtres, notre lignée. Ce sont nos ancêtres fossiles. Sediba a vécu il y a environ 2 millions d'années, soit approximativement 100 000 générations. La plupart d'entre nous connaissons nos grands-parents. Certains ont rencontré leurs arrière-grands-parents. Mais quand on remonte plus loin dans le temps, on perd le lien avec le passé. J'ai fait un rêve dans lequel il y avait Sediba. On aurait dit un singe. Il était très poilu et il restait là à me regarder. Il n'a rien dit, mais il a commencé à marcher vers moi et ensuite je me suis réveillée. C'est beaucoup plus que la simple découverte d'un objet physique. Ces fossiles représentent une sorte de point d'ancrage. Ils nous montrent que nous faisons partie d'un processus qui nous dépasse. J'ai trouvé le premier fossile de Sediba juste sous cet arbre. C'est le seul arbre du coin qui a été frappé par la foudre. C'est ce qui nous permet de repérer l'endroit où on a trouvé le fossile. C'est un arbre exceptionnel.
Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la planète Terre. Il faut voir le monde avec des yeux d'enfant. C'est comme ça qu'on fait de grandes découvertes, en sortant des chemins tout tracés.